le management ne bénéficie pas d'un privilège d'extraterritorialité. Le management fait partie de la société, le management fait partie de la culture, le management fait partie de la civilisation. Il est dans tout cela et pas en dehors de tout ça. Bonjour, je suis Ghislain Deslandes, professeur à ESCP Business School depuis 1997. D'abord, le monde du travail est soumis à un principe de désir, pas forcément à un principe de plaisir quand on parle d'happy management par exemple, mais à un principe de désir. Les philosophes l'ont dit d'ailleurs bien avant nous. Aristote disait qu'au fond le désir est l'unique force motrice. Spinoza exprime l'idée que le désir est l'essence même de l'homme. Et je crois que le management a un peu tardé à s'occuper du désir. Alors, érotique de l'administration, c'est évidemment un titre un peu, une provocation douce, une sorte de titre un petit peu contre-intuitif qui veut lutter contre la novlangue managériale, contre le néo-parler managérial, quand on remplace le mot salarié par le mot collaborateur, lorsqu'on remplace le plan de licenciement qui devient un plan de sauvegarde, ou lorsqu'on utilise toutes sortes d'anglicismes, de N+1, de team building, de young leaders, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a un souci d'insatisfaction généralisée à l'égard du travail managé. D'ailleurs, tous les termes qu'on utilise, burn-out, brown-out, great resignation ou bullshit jobs, montrent qu'on a là, même si ça recouvre des réalités assez différentes, qu'on a là un certain nombre de problèmes et d'un management qui est effectivement à bout de souffle. Oui, je crois qu'on est souvent prisonnier de formes banales, et je dirais convenues, ritualisées, d'évaluation. Le vocabulaire bancaire d'ailleurs a pénétré jusqu'aux ressources humaines. On parle de compte épargne-temps, on parle de bilan de compétences, etc., etc. Donc il y a une valorisation exclusive de la calculabilité. Bref, dans les organisations, tout ce qui est compté ne compte pas toujours, et tout ce qui, je dirais, n'est pas comptabilisable, n'est pas compté, compte énormément, pèse énormément sur le succès des organisations. L'identité des personnes, l'effort collectif qu'il va falloir mettre en œuvre pour réussir une mission. Est-ce qu'on peut se passer de l'art, de la politique, de la médecine du jour au lendemain? Je ne crois pas. Notre espèce s'est développée par sa capacité à développer à plusieurs je dirais des projets complexes au long cours. Ça, c'est précisément, le management. Donc, le management, c'est d'abord, je dirais, la médecine de l'organisation. C'est un art du déchiffrage, et pas seulement du chiffrage, qui va être sensible aux ambiguïtés, qui va être sensible aux nuances, qui va faire preuve de discernement, qui va essayer de faire la distinction entre le sublime et la camelote, entre un spot publicitaire et une tragédie racinienne, qui va être capable, au fond, de prendre un certain recul avec les évidences, et qui va être capable de détecter les signes sociaux de mal-être pour essayer précisément de recréer du collectif. Pour rendre au management ses lettres de noblesse, il faut aussi s'appuyer sur la notion de métier plutôt que sur la notion de fonction. Faire du respect sur le lieu de travail un élément fondamental, qui est d'ailleurs une motivation au moins aussi forte que le salaire. Et puis, il faut appuyer, je dirais, toutes les initiatives managériales sur le noyau dur de la société, c'est-à-dire le savoir-vivre, c'est-à-dire la sociabilité, c'est-à-dire la fraternité, c'est-à-dire la convivialité, et au fond, je dirais, le savoir-vivre au sens très large du terme. Il y a un terme que j'aime beaucoup d'un philosophe contemporain, vivant, qui s'appelle Pascal Chabot, qui parle de réconciliation entre l'utile et le subtil. C'est une manière assez adroite de le dire.